Au cours de l'analyse des propos du capitaine, je reviens encore à ces deux citations pour les mettre en contexte. Je commence par une citation de l'éminent historien qui est une référence en matière d'histoire africaine, qui était animé d'une vision panafricaniste, qui était animé du souci de rattacher l'Africain à ses origines. Je vais parler d'un grand monsieur aujourd'hui, Joseph Kizerbo. Malheureusement, peu de nos jeunes le connaissent. On connaît Céline Dion, on maîtrise ses chansons par cœur. On connaît Lil Wayne, dont la chanson même est difficilement compréhensible, même par les natifs américains. On le connaît en Afrique. On maîtrise ses chansons par cœur. On ne connaît pas Joseph Kizerbo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a écrit. Pourtant, une université à Ouagadougou porte son nom. Rares sont les jeunes, en fait, qui le connaissent. Ce sont généralement ceux qui sont de la génération, voilà, assez mature, qui connaissent Joseph Kizerbo. Mais la jeunesse, non. Comment vous voulez que on aille de l'avant? Pourtant, faites ce constat, tous les jeunes de l'espace du Sahel, je préfère cette délimitation géographique, sont connectés à Internet. Ils peuvent passer par 24 heures. Certains peuvent passer 18 heures sur leur téléphone. Ils ne sont jamais déconnectés. Quand ils quittent Facebook, ils vont sur WhatsApp. Après là-bas, ils viennent sur Telegram. Après là-bas, ils vont aller voir, ah, qu'est-ce qu'il y a sur Instagram? Après, ils vont sur YouTube. Pendant ce temps, tu fais 10 heures comme ça par jour, minimum 10 heures. Ça veut dire que chaque jour, toi, tu consacres 10 heures à la vie virtuelle. À la vie virtuelle. Ce temps pouvait être consacré à la réflexion, à la recherche. Comment faire avancer mon pays? Comment fonder une entreprise? Me développer, lutter contre le chômage, assainir mon secteur, sécuriser mon pays. Mais tu passes tout ce temps dans le virtuel, en déphasage parfois avec la réalité. On passe plus de temps dans les nuages que sur la terre. Pendant ce temps, les autres sont en train d'avancer. Donc, Joseph Kizerbo dit ceci, je me permets d'en donner lecture, je cite, « À moins d'opter pour l'inconscience et l'aliénation, je répète, à moins d'opter pour l'inconscience et l'aliénation, on ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d'autrui. Or, l'histoire est la mémoire des peuples. » En français facile, Joseph Kizerbo veut te dire ceci. Sauf si tu es un inconscient ou bien si tu es un aliéné. Sinon, aucun peuple ne peut vivre sans la mémoire. La mémoire, là, c'est le souvenir des événements passés qui ont un lien, une continuité, un continuum dans le présent et qui déterminent l'avenir. C'est ça la mémoire d'un peuple.
Posez la question aux Africains d'où ils viennent. Posez la question aux Africains sur leur grandeur d'antan. Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte noire était grande? Cheikh Anta Diop a démontré face aux savants venus du monde entier, il a démontré que l'hellénisme, la civilisation grecque, qui est une référence de la civilisation et de la connaissance du monde occidental. L'Occident pense que l'origine de sa civilisation, de sa science, c'est la Grèce antique. Mais Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, devant les savants du monde entier, a démontré de manière péremptoire que cette civilisation helléniste de la Grèce antique dont l'Occident parle et qui constitue une gloire pour eux, s'est pourtant inspirée de la civilisation antique de l'Égypte. Et que la civilisation de l'Égypte est antérieure à cette civilisation de la Grèce antique. Et cette civilisation égyptienne est fabriquée par un peuple noir. Il a démontré scientifiquement, personne n'a réussi valablement à mettre en cause sa thèse. Ouf! Il faut balayer Cheikh Anta Diop. Vous savez, quand Thomas Sankara a fondé l'Institut des peuples noirs, le camarade président Ibrahim Traoré m'a fait l'honneur de me nommer dans le conseil d'orientation de cet institut. Thomas Sankara l'avait créé en 1987. Non, je crois en 85, je ne me rappelle plus la date exacte. Vous savez à qui Thomas avait remis la clé de cet institut? Cheikh Anta Diop. Les Burkinabés, soyez fiers de vous. Parce que dans les années 1980 déjà, Thomas Sankara était déjà conscient qu'il faut faire venir au Burkina les savants africains dédiés à la cause de l'Afrique, s'ils ne sont pas valorisés par les dirigeants de leur pays assujettis à la France. Il a remis les clés de cet institut. Il a voulu donner à Cheikh Anta Diop l'instrument politique qui manquait à sa lutte pour que l'Afrique puisse accéder à la science. Si on accède à la science, on accède au développement et à la puissance. C'est en ces termes qu'on pourra rivaliser avec les puissants du monde. C'est pour cette raison que l'Iran tient tête aujourd'hui à la superpuissance mondiale, les États-Unis. Parce que quand tu n'accèdes pas à la science, tu ne peux pas accéder à tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais quand tu accèdes à la science, tu peux fabriquer les avions et tout ce que vous connaissez. C'est ce que l'Iran a fait. C'est pourquoi l'Iran fabrique aujourd'hui des drones qui parviennent à déjouer tous les systèmes défensifs les plus avancés pour aller frapper au cœur du dôme de fer jusqu'en Israël. Après avoir survolé l'espace aérien de au moins 2 pays hostiles à l'Iran. Si l'Afrique accède à la science, ce sera le début de la fin de la domination de l'Afrique. Thomas Sankara était conscient de cet enjeu depuis les années 1980. Vous savez, avant que Cheikh Anta Diop se mette au travail, dans certaines circonstances, il est décédé. Thomas Sankara, balayé. Et le projet a été enterré de cette façon. Mais comme Thomas a dit que le sang des révolutionnaires fertilise le sol de la révolution. Le Burkina est un sol de la révolution. Le sang de Sankara qui a coulé, je crois, le 15 août 87,
a fertilisé le sol du Burkina et sont nés d'autres révolutionnaires au Burkina Faso qui gèrent le pays aujourd'hui, les capitaines et ses compagnons. Donc, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a ressuscité le projet de Sankara, IPN Farafina, Institut des peuples noirs Farafina, dont je salue aujourd'hui le président du conseil d'orientation, le docteur Aimé. Le travail est déjà lancé. Je crois que l'activité de lancement aussi se fera normalement à Ouagadougou. Peut-être que ça sera l'occasion pour moi de rencontrer enfin les très hauts camarades présidents. Mes chers amis, l'Africain a eu trop de mal. Et ça s'explique. Donc, Joseph Kizerbo te dit, sauf si tu deviens inconscient ou aliéné, sinon, tu ne peux pas vivre sans mémoire. Notre mémoire, ce sont nos langues, nos peuples, nos paysages, nos architectures, les événements passés, l'Empire Songwe, l'Empire Mossi, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire de quoi là, les Askia, les trucs, etc. Les Haoussa, l'Empire Haoussa, tout ça. C'est ça notre mémoire. On ne peut pas vivre sans cela. Mais tout a été fait pour effacer cela. Tout. Le 15 octobre 87, effectivement, décès de Thomas. Et donc, Joseph qui te dit aussi que tu ne peux pas vivre avec la mémoire des autres. Quand tu ne connais plus ta mémoire, ton passé, tu n'as pas de référence dans ta propre histoire. Qu'est-ce qui se passe? On t'enseigne l'histoire des autres, les ancêtres des autres, les villes des autres, les langues des autres. En ce moment, tu deviens un inconscient et un aliéné. N'est-ce pas ce qui nous est arrivé? Les docteurs détenteurs, les titulaires d'un doctorat malien connaissent mieux Paris que Waïgouya, que Ségou, que Niamey, que Djibo, que Dori. Ils connaissent mieux les coins et les recoins de Paris que ces poursuites. Ils maîtrisent mieux la langue du colonisateur que leur propre langue. C'est fréquent de voir certains officiels, quand ils font leur discours en français, on leur dit maintenant, bon, un mot dans la langue nationale. Ils vont dire, bon, tu sais, c'est pas facile, langue nationale. Tu vois? Tu vois? Un responsable, un intellectuel qui ne parle pas, qui ne maîtrise aucune langue de son propre pays, qui ne peut pas répéter dans sa langue locale ce qu'il dit, développe dans une langue étrangère. Tu n'as pas encore compris la destruction qui lui a été faite. Ça illustre assez la destruction de l'homme noir, de la dépersonnalisation de l'Africain. Ça veut dire qu'il ne connaît rien. C'est un brasseur du vent. Ce qu'il dit en français, en anglais, ça ne veut rien dire. Parfois, il dit des choses dont lui-même ne maîtrise pas l'essence. Mais il fait pour charmer le public. Ah, mais il maîtrise les français. Son français, son anglais. C'est un con. Et ce sont eux qui définissent la stratégie pour nos pays. Comment nous devons nous développer. Et vous avez vu vers quel développement ils nous ont conduits. Donc, l'histoire est la mémoire des peuples. Deuxième citation que je vais donner avant de revenir dans le discours du capitaine. C'est très important. C'est une citation de Milan Ubol, qui est un historien et écrivain tchèque.
né en 1927 et décédé en 1989. Qu'est-ce qu'il dit? Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. Vous savez ce que ça veut dire, chers amis? Quand tu veux détruire un peuple, il faut d'abord détruire sa mémoire. Qu'il ne se souvienne plus qui il était, d'où il vient, quelles sont les langues de ses ancêtres, et tout ce qu'ils ont comme héritage culturel, etc. Tu effaces ça d'abord de sa mémoire. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. Après cela, qu'est-ce qu'ils font? On détruit leurs livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. N'est-ce pas ce que le colonisateur a fait? Pour effacer notre mémoire, il faut détruire nos livres qu'on a. Nos livres sacrés, nos incantations traditionnelles qui se transmettaient oralement. Et vous avez vu les manuscrits de Tombouctou, quand les terroristes sont venus, ils ont voulu détruire ces manuscrits. C'est pour effacer la mémoire d'un peuple. Et ils détruisent notre culture. C'est ce que les Blancs ont fait. Tout ce qui était nos valeurs culturelles, ils ont dit que ça, c'est la barbarie. Quand les Arabes sont venus, ils ont qualifié toutes nos valeurs culturelles de mécréance, d'animisme, de paganisme, d'idolâtrie, et ils ont détruit. Et notre histoire, ils effacent ça aussi. Quand tu finis avec ça, qu'est-ce que tu fais pour achever la destruction de ce peuple? Puis, quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Quand ils détruisent ce qu'ils avaient déjà comme histoire, comme langue, comme livre, comme valeur culturelle, comme histoire, maintenant tu commences à écrire de nouveaux livres qu'ils vont commencer à lire désormais. Une nouvelle histoire. Vous voyez, dans les écoles coloniales, on enseignait à nos grands-parents que leurs ancêtres étaient des violeurs de mineurs, que leurs ancêtres étaient des cannibales, qu'ils étaient des féticheurs qui n'ont rien fabriqué, qu'ils étaient des moins que rien. Et les Africains, les écoliers noirs, reproduisaient des théâtres. Voilà comment le théâtre africain est né à Bingerville, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc les Africains reproduisaient même des théâtres sur Babemba, sur les rois et les grandes figures de notre passé pour les tourner en dérision. C'était de nature à dépersonnaliser l'Africain, à rabaisser l'Africain, à travestir notre histoire et à montrer les Blancs comme des gens qui sont venus nous civiliser, apporter la connaissance. Et voilà, la destruction est totale. Ils nous retirent nos livres, ils nous donnent d'autres livres, ils nous retirent notre histoire, ils fabriquent une autre histoire pour nous. Et quand ils finissent avec ça, la boucle est bouclée par quoi? Le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est. Après 1, 2 générations, ils vont même oublier qui ils étaient. Plus les générations se succèdent, plus vous oubliez ce que vous étiez. Et vous devenez conforme au moule préfabriqué pour vous. Moule idéologique, moule social, moule politique, moule religieux, dans lequel on vous entrave. Idéologiquement, mentalement, physiquement, on vous entrave. Et ce qu'il était, et le monde autour de lui, l'oublie encore vite. Quand il t'oublie, le monde t'oublie. Depuis qu'ils ont réussi à détruire les empires africains, arracher nos livres, effacer nos histoires de
de nos têtes, détruire nos cultures et nous imposer une nouvelle culture à travers les écoles, les lieux de culte, etc. Au fur et à mesure que les générations passent, l'Africain a oublié tout ce qu'il était. Et on est devenu tout et rien. Dès lors que cette opération d'alchimie est achevée, le monde aussi nous a oubliés. À tel point que Sarkozy se permet de dire en 2010 ou combien, à Dakar, sur la terre africaine, que le drame de l'Afrique est que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Quelle insulte! Quelle insulte! Chers amis, tant que vous ne comprenez pas ce préalable, il est difficile de situer le discours du capitaine Ibrahim Traoré dans sa vraie dimension, sa vraie portée et sa signification réelle. Je le voyais frustré et une question était devenue une redondance dans son discours. L'Africain, l'Africain, l'homme noir. Pourquoi? Pourquoi? Cela est répété. Ça traduit qu'il est frustré, déçu, triste, révolté à la limite de ce qu'il constate. Ces différentes questions du capitaine est une interpellation directe des intellectuels africains. Ces différentes questions qui revenaient dans son discours sont une convocation de l'intellectuel, de l'intelligentsia africaine. Pour aider les capitaines à comprendre le processus et les mécanismes qui ont participé à cette dépersonnalisation de l'Africain et l'asservissement éternel de l'homme noir. Ce sont seulement les conditions de notre asservissement qui changent, sinon les statuts d'asservi n'évoluent pas. Chers amis, faisons tout. Kassoum Dambélé du Burkina qui sollicite mon numéro, il faut m'écrire dans inbox. Après c'est direct, vous aurez les numéros. Voilà. Donc, vous voyez, le capitaine, il est dans l'angoisse. Il ne sait pas pourquoi l'Africain est comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement. C'est le lieu pour moi de saluer mon ministre qui m'a fait don de ces chefs-d'œuvre. Les interventions et discours du capitaine. Ça revient beaucoup dans ses prises de parole. Cette phrase. Pourquoi l'Africain est comme ça? Pourquoi l'homme noir tue son frère pour les autres? Ça revient fréquemment. Il est choqué. Mais je vais dire au capitaine, mon frère, Mané Sougouri, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici cette citation qui permet de comprendre ce qu'ils ont fait à l'Africain. C'est pourquoi Daniel a dit au capitaine, tu te tues pour un peuple qui ne va jamais comprendre ce que tu fais. Viens boire le champagne avec nous, sinon on va te tuer, le peuple va applaudir. C'est ce qu'on a fait à Thomas Sankara, à Modibo Keïta, etc. Ils sont rassurés. Jusqu'à présent, les Blancs pensent que cette révolution-là, ça n'ira nulle part. Parce qu'ils pensent que nos peuples-là, ils ne vont rien comprendre. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à l'esprit de ce peuple. Chers historiens, chers anthropologues, chers journalistes et intellectuels africains, le capitaine Ibrahim Traoré nous interpelle. Il a posé des questions pertinentes. Faisons-nous le devoir de répondre à ces questions, qui ne méritent pas de rester en souffrance. Nous ne devons pas faire l'impasse sur ces questions existentielles, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je suis un petit étudiant
j'essaie de répondre avec toutes les imperfections que mes analyses pourraient comporter, et je compte sur d'autres pour enrichir. J'essaie de répondre du mieux que je peux aux différentes questions qui traduisent un souci constant, souci d'ailleurs qui guide toutes les politiques publiques au Burkina Faso. C'est ce souci qui a conduit les capitaines à produire les manifestes de la révolution. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Mon ministre Gilbert Ouedraogo qui m'a donné ça et qui m'a donné aussi des exemplaires du manifeste. Je ne sais pas où j'ai laissé, c'est dans mon sac. Ouais. Manifeste de la révolution. Alors, les capitaines commencent par les hommes politiques. Les promesses politiques. Vous savez, les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord à l'Africain? Pour maintenir l'Afrique dans la domination, dans l'état d'asservissement, il faut soumettre ces États et les piller. Pour pouvoir les piller, il faut les soumettre. Deux verbes, soumettre et prier et piller. Cela m'a inspiré par François-Xavier Verschaff dans son livre France-Afrique. Soumettre l'Afrique et la piller. Comment soumettre un État? Les dirigeants nationalistes qui ne veulent pas se dédier aux intérêts de la France, il faut les liquider. Tous les dirigeants qui ne veulent pas se soumettre à la France, qui ne veulent pas ouvrir leur marché à la France, qui résistent aux pressions françaises, qui veulent créer leur propre monnaie, qui veulent une armée forte, qui veulent une économie souveraine, il faut les liquider. D'où les assassinats politiques contre Sylvanus Olympio, les coups d'État contre les Modibo Keïta, les Laurent Gbagbo, les Moussa Traoré, les Thomas Sankara, etc. Les Djori Amani, vous en connaissez beaucoup. Donc, tous les dirigeants patriotes qui préfèrent leur peuple au détriment de la France, il faut les éliminer. C'est pour cette raison que 98% des pères des indépendances ont été soit renversés, soit assassinés. Et mettre à la place de ces patriotes des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'appartenance à leur peuple et qui seront prêts à tout pour servir les intérêts de la France. Ces genres de dirigeants, on fait tout pour les maintenir au pouvoir. On les aide à massacrer leurs opposants et leur peuple pour qu'ils se maintiennent. C'est pourquoi on chasse Gbagbo du pouvoir, qui avait fait à peine 2 mandats, mais au Cameroun, quelqu'un est à la tête de l'État il y a plus de 40 ans. Vous voyez ça? C'est pourquoi on a armé l'opposition guinéenne contre Sékou Touré. C'est pourquoi on a empoisonné l'opposant patriote à Amadou Ahidjo au Cameroun. C'est les services français qui l'ont empoisonné parce qu'il était aimé par le peuple et il était opposé au président Amadou Ahidjo, un vrai idiot dédié aux intérêts de la France.
Vous voyez, voilà comment ils soumettent un pays à travers des dirigeants traîtres et inconscients. Ces dirigeants, ils vont faire 4-5 mandats en massacrant leur peuple. Pas de condamnation, pas de rapport d'enquête, pas de commission d'enquête internationale, rien. Ils agissent impunément. Ils les aident à massacrer leur peuple pour se maintenir. En plus, ils les font adopter des constitutions taillées sur mesure, des lois, des conventions, des contrats avec les entreprises françaises. On ouvre le marché, on ferme les sociétés et entreprises d'État et on ouvre le marché aux sociétés et entreprises de la France qui viennent s'approprier les richesses nationales. Bon marché. Voilà comment on soumet un pays pour le piller. Et ces hommes politiques, ils ne rentrent en contact avec le peuple que lors des échéances électorales. Ils viennent dans les villages, et quand ils viennent dans les villages, ils sont employés avec un bonnet, avec des... Voilà, ils portent les mêmes vêtements, hein, parfois des vêtements sales, que les villageois, ils viennent, bon, Naba, vraiment, nous sommes venus, voici la cola pour les chefs de village, voici Télési, on est tous les fils de ce pays, on va faire ceci, on va construire ceci, on va construire cela. La route Waïgouya-Tougan, depuis, le capitaine a dit, quand le capitaine est parti à Waïgouya, mais les notables lui ont demandé que leur souci, c'est de faire la route Waïgouya-Tougan. Tougan, c'est la zone de mes grands-parents. Parce que côté maternel, ma grand-mère est burkinabé, elle est Samon. Voilà, les drapeaux. Waïgouya-Tougan, là-bas, les populations veulent une route, Waïgouya-Tougan. L'or du Burkina est exploité. Ça va ailleurs. Les villageois ne bénéficient de rien à part la dégradation de leur environnement, qui ne demande qu'une route. Bien avant la naissance du capitaine. Quand le capitaine est arrivé, les notables lui ont dit que leur souci, c'est cette route-là. Ah, le capitaine a dit, mais cette route-là, bien avant ma naissance, chaque fois les politiciens viennent vous promettre, votez pour nous, on va faire la route. Votez pour nous, on va faire la route. Et le capitaine, né, grandi, aujourd'hui président du Burkina, la route est encore une promesse. Mais je suis sûr qu'avant la fin du mandat du capitaine, cette route-là, elle sera construite, Inch'Allah. Vous voyez à quel point nous avons été humiliés par les hommes politiques, dont la stratégie est de déplacer les problèmes. Mentir au peuple, décevoir le peuple, utiliser le peuple, bafouer la dignité du peuple. On vient vous mentir, vous donner des promesses illusoires. Quand ils sont au pouvoir, ils se remplissent les poches. Ils envoient des milliards dans les paradis fiscaux, ouvrir des entreprises dans d'autres pays. Ils laissent leurs propres parents dans la misère. Déplacer les problèmes, mentir, se faire aimer. C'est ça l'arnaque. Voilà des gens que l'impérialisme veut au pouvoir dans nos pays. Et des rapports, tant que ces genres de personnes sont au pouvoir dans nos pays, des rapports vont toujours dire tel pays est un exemple en matière de démocratie et de droits de l'homme. C'est grave. Alors, le capitaine pose une question fondamentale. Pourquoi le Burkina ne se développe pas comme les nations industrialisées?
Pourtant, il y a l'or chez nous. Pourtant, il y a potentiellement le pétrole dans notre sous-sol. Certains pays plus pauvres que nous ont découvert le pétrole 30 ans, 40 ans après. Ils sont aujourd'hui une nation développée qui attire les investisseurs du monde entier. Les Africains se rendent encore dans ces pays pour aller acheter de l'or, tel que Dubaï. Hey, mon président, vous n'avez pas compris pourquoi? Je vais tenter d'expliquer. Pourquoi les Burkina, les Mali, les Niger, les Mali, premier pays producteur, pays les plus riches en or en Afrique de l'Ouest. Sinon, toute l'Afrique. Généralement, les rapports mettent Afrique du Sud ou Ghana au-dessus du Mali. Mais il y a des analyses qui disent que c'est faux. Si c'était vrai que le Ghana et l'Afrique du Sud étaient au-dessus du Mali, et ils n'allaient pas venir au Mali chercher de l'or. Les Ghanais, les entreprises, les succursales ghanéennes, sud-africaines, sont au Mali pour l'exploration et l'exploitation de l'or. Mais les Maliens se rendent à Dubaï pour aller acheter de l'or. Nos femmes maliennes, les femmes de nos personnalités, prennent l'argent de nos pays pour aller acheter de l'or à Dubaï. Nos influenceuses quittent notre pays, elles prennent les billets d'avion, la restauration, la réservation d'hôtels. Tout ça, c'est de l'argent pour l'économie de Dubaï. Pour aller acheter quoi, mes amis? De l'or. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des mines d'or à Dubaï? Je ne sais pas. La plupart de l'or que vous voyez à Dubaï, là, ça vient de l'Afrique. Ça vient du Burkina et du Mali, principalement, et du Sierra Leone et Libéria. Je vais vous étonner avec une révélation et je vous donne la référence. Tout ce que j'ai dit est documenté. Tout ce que je vous dis est documenté. La RDC aussi. Merci beaucoup, mon frère. Vous voyez? Donc, pourquoi cela arrive, mes chers amis? Pourtant, notre or nous permet de nous développer. Les gens quittent Asie et Amérique pour venir acheter de l'or chez nous. Mais au lieu de ça, non, c'est le sens contraire. C'est le sens contraire. Le capitaine était tellement fâché qu'il a posé une autre question. Nous sommes maudits ou quoi? La fameuse malédiction de l'Afrique. Est-ce que nous sommes maudits? Nous ne sommes pas maudits. C'est notre esprit là qui a été colonisé. Quand tu te bats contre ces esclavagistes qui pillent l'Afrique, ils vont donner des miettes à tes frères africains, ce sont eux qui vont te tuer. C'est grave, hein, chers amis. C'est très grave. Hein. Ce qui nous arrive est grave. Hein. Alors, je vais vous expliquer. L'Arabie Saoudite, en 1960-62, était un pays pauvre, misérable. Allez-y, regardez les images de la Mecque. Les images qui datent de 1960-62. Et au cours du voyage après la Seconde Guerre mondiale, le président américain et le roi saoudien se sont rencontrés, ils se sont entendus, on va exploiter le pétrole, vous nous donnez le pétrole de votre pays, et nous on va garantir la pérennité de votre pouvoir, vous resterez au pouvoir. Donc pétrole contre sécurité. Ils ont fait les deals, ils ont commencé à exploiter le pétrole. Regardez l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ils sont riches et ils financent les pays occidentaux. Quand la France est en faillite, c'est l'Arabie Saoudite qui donne de l'argent. Pourtant, la France n'est pas un pays musulman.
Les musulmans constituent une infime minorité en France. N'est-ce pas? Grâce à l'argent du pétrole, l'Arabie Saoudite, regardez le niveau de développement du pays aujourd'hui. Ils ont construit des mosquées, ils se sont bâtis, fondés sur leur capital religieux, la religion. Ils se sont étendus en dehors de leurs frontières pour construire des mosquées dans le Moyen-Orient, financer des mouvements religieux. Ils s'étendent encore en Afrique, construire des mosquées, recruter des imams, les former en Arabie Saoudite, les renvoyer vers leur pays d'origine, construire des mosquées pour eux, des centres de santé, des universités, des mendersa, et leur idéologie se propage et ils payent ces imams qui sont comme des fonctionnaires de l'État saoudien. À ce stade de mon analyse, je ne souhaite pas que mes analyses paraissent comme anti-musulmans ou bien contre telle ou telle tendance. Parce qu'il y en a qui sont tellement endoctrinés que chaque fois que tu parles de ces phénomènes, ils ne savent pas ce que tu es en train de dire. Ah, il est contre Allah, il est contre l'islam. Voilà comment ils vont réfléchir. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, l'Arabie Saoudite a eu le pétrole qui lui a permis d'assurer la prospérité de son pays, qui lui a permis de développer son capital religieux. Et ce capital religieux, elle l'a transformé en capital géopolitique, instrument de sa diplomatie dans le monde. Pour financer des lieux de culte dans le monde, c'est faire des fidèles, attirer des milliers de pèlerins dans son pays, exercer une influence réelle sur les esprits. Le pèlerinage attire aujourd'hui plus de 2 millions de fidèles musulmans. J'ai vu quelqu'un a fait un petit calcul. Laissons les billets d'avion ou tout ça. Les pierres que les gens jettent contre la stèle du Satan, la lapidation du Satan, chaque pèlerin achète 7 pierres. Ce n'est pas gratuit, tu achètes 7 pierres. La personne a fait le calcul. Chaque pierre est vendue à 4000 et quelques francs CFA. Ce qui fait que chaque pèlerin, pour les 7 pierres, paye 30 000 comme ça. 30 000 pour les 7 pierres. Donc quand tu prends les 2 millions de pèlerins, multiplié par 30 000, ça va faire 64 milliards. Donc les pierres qu'on jette seulement contre les satans rapportent à l'économie saoudienne annuellement 64 milliards de francs CFA. Nous n'avons pas encore parlé des billets d'avion, de la restauration, l'hébergement, les hôtels et tout ce que vous savez comme dépenses liées à ce pèlerinage. Donc, le capital religieux devient capital géopolitique qui est un instrument de la diplomatie et en même temps, ça devient un système économique rentable pour le budget saoudien. Pourtant, le Mali était une référence en Afrique de l'Ouest en matière de l'islam, à travers Tombouctou. Il y a des grandes nations qui, jusqu'aujourd'hui, ne connaissent pas le nom du Mali, mais qui connaissent Tombouctou. Imaginez si le Mali avait mis en valeur ce capital religieux. Les manuscrits que nous avons, la mosquée de Djenné, de Tombouctou, mettre ça en valeur et en faire un lieu de tourisme de dimension internationale, avec des universités, des instituts de recherche, un véritable centre scientifique au nord de notre pays. Ça pourrait renforcer notre capital religieux, mettre en valeur les notables et les clergés de Tombouctou.
quand ces individus atteignent un certain niveau de respectabilité, ils deviennent des régulateurs sociaux et même politiques dont le Mali a besoin aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Ça peut attirer des visiteurs, des touristes, des fidèles musulmans. Et ça peut contribuer à renforcer cet espace en termes économiques parce que cela attire les investisseurs pour construire des hôtels, construire des routes, exploiter les ressources. Quand les gens savent que tout cela existe quelque part, ça n'encourage pas l'insécurité et le banditisme. Nous devons penser à mettre en valeur notre capital religieux. C'est important aussi pour la stabilité et pour même l'économie de notre pays. Mes chers amis. Et donc, l'Arabie Saoudite se développe pour ça et a une influence aujourd'hui sur une bonne partie de la population malienne qui pense que là-bas, ce pays vaut mieux que le Mali. Parce qu'ils ont leur Dieu là-bas. Ils ont leurs références doctrinales là-bas. Ils sont même capables de détruire le Mali si c'est pour les intérêts de là-bas. Donc, ce qui veut dire que le Mali est dirigé par un État, l'État du Mali, du Niger, du Burkina, mais à plus de 4000 km, un autre pouvoir est assis qui contrôle l'esprit de la population. Vous voyez ça? C'est le capital religieux qui permet de le faire. Ils ont de l'argent. Maintenant, nous avons le pétrole. Mais nous n'arrivons pas à exploiter. Pourquoi? L'insécurité. Il y en a qui ont pris des armes contre le Burkina, le Niger et le Mali. Si eux, ils n'existaient pas, les conditions sécuritaires seraient réunies aujourd'hui pour commencer l'exploitation du pétrole. Mais eux, leur rôle, c'est d'empêcher l'exploitation de ce pétrole. D'empêcher l'exploitation normale de l'or. Soit ils chassent l'État, eux-mêmes ils exploitent et ils envoient chez les pays arabes. Ils détruisent tous les projets de développement, même la construction des routes, ils empêchent. Ça veut dire qu'ils empêchent le développement du pays. On doit se poser la question pourquoi. Parce que si le Niger, le Mali et le Burkina parviennent à exploiter leur pétrole, les grandes nations dont la richesse repose sur ça auront des concurrents en Afrique. Donc ils n'auront pas beaucoup de marchés. S'ils n'ont pas beaucoup de marchés, les prix du pétrole baissent. Parce que ce n'est pas seulement en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, mais en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina, il y a suffisamment de pétrole. S'ils exploitent, ces pays du Moyen-Orient ne vont pas beaucoup bénéficier. Il faut qu'ils trouvent un moyen d'empêcher ces pays d'exploiter leurs richesses naturelles. Comme ça, ils restent les vrais acteurs de ce secteur. Ils financent d'autres centres de pouvoir qui crient Allahu Akbar, qui s'expriment en arabe, dans un pays où personne ne parle arabe, qui ont des hadiths, qui construisent des mosquées pour fanatiser la population, les recruter dans ce qu'ils appellent les djihad, pour tuer, massacrer, violer. Voilà les enjeux géopolitiques derrière, c'est ça. C'est pas tout. Ça, c'est un élément seulement. Ça n'explique pas tout. Et donc, l'Africain est utilisé par quelqu'un qui est à plus de 4000 km de sa terre pour tuer ses propres parents, empêcher le développement de son propre pays afin que les Arabes puissent se maintenir dans la prospérité. Le faisant, il pense qu'il est en train de faire quelque chose d'honorable
Parce qu'il pense qu'il se bat pour Dieu. Et qu'après, il va au paradis. Ce narratif est pour vaincre l'inhibition, pour qu'il ne se sente pas coupable, qu'il ne soit pas conscient de ce qu'il fait. Donc, on fabrique un narratif pour mettre dans sa tête et il agit contre lui-même au profit des autres sans qu'il ne sache qu'est-ce qu'il fait exactement. Vous voyez ça? Quand tu prends les ressources de Al-Qaïda, elles viennent essentiellement de l'or et du diamant. Avec comme plaque tournante Dubaï, mes chers amis. Pourquoi Dubaï? Les analyses ont montré que le pétrole, la valeur du pétrole doit baisser. Et même la disponibilité même du pétrole est appelée à baisser. L'Arabie Saoudite aussi est consciente désormais de cela. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de diversifier son économie. Il y a un allègement sur les restrictions religieuses pour attirer les Occidentaux, les stars, les concerts, les artistes américains, les footballeurs internationaux. Tout ça, c'est pour appeler les gens dans leur pays. Parce qu'ils savent que le pétrole, là, ça va baisser, soit le prix aussi va chuter, parce que beaucoup de pays commencent à exploiter leur pétrole. Donc, il faut diversifier l'économie, ouvrir les pays, appeler les gens à venir, même les homosexuels, venez. Il n'y a plus d'interdits religieux, venez. L'économie. Donc, Dubaï aussi, ces pays, les Émirats Arabes Unis, ont fait le même constat. Donc, ils se sont maintenant, en plus du pétrole, ils s'appuient sur l'or et le diamant. Mais quelle est la provenance de ces ressources, l'or et le diamant? Si vous prenez, Dubaï veut devenir comme Singapour du Moyen-Orient. À travers ces ressources, il y a déjà plus de 280 nationalités qui sont attirées par la richesse apparente de ce pays. Dubaï est même appelée la cité de l'or. Mais moi, je me demande s'il y a même une mine d'or là-bas. Je me pose la question. Alors, les études ont démontré que la plupart de l'or qui arrive à Dubaï vient du Mali, du Burkina Faso et du Togo. Les groupes armés, à travers les groupes armés essentiellement. Bien sûr qu'il y a d'autres acteurs impliqués. Mais Togo là, il y a quelles ressources en or qui permettent de ravitailler Dubaï? Des analyses ont démontré que l'or qui transite par Togo, en réalité, vient soit du Mali, soit du Burkina Faso. Comment c'est possible un réseau de trafic? Ça aussi, c'est important. Dans le livre d'Éric Laurent, La face cachée du 11 septembre, il explique que déjà la guerre civile du Libéria, du Sierra Leone, avait pour but l'exploitation de l'or et du diamant de ce pays. Ces diamants qu'on appelait les diamants du sang étaient exploités par les groupes armés et ça prenait quelle destination? Dubaï. Dubaï où il y a aussi les services secrets des pays occidentaux avec des milliers de magasins. Là-bas aussi, il y a les kiosques de Al-Qaïda. L'or vient là-bas, ils vendent, ou bien certains viennent avec l'argent, ils remplacent par l'or.
sans que ton nom ne soit donné ou ton passeport, rien. C'est dans l'anonymat total au vu et au su de tout le monde. Le réseau de blanchiment. Dans ce livre d'Éric Laurent, il nous apprend en réalité que selon l'ONU en 1999, 75 millions de dollars, la valeur de l'or volé en Afrique et qui se trouvait à Dubaï était estimée à 75 millions de dollars en 1999. Imaginez l'État aujourd'hui. Et Éric Laurent, dans son livre « La face cachée du 11 septembre », révèle que l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, et l'ancien président de Sierra Leone, Charles Taylor, étaient impliqués dans ces trafics et le blanchiment d'argent. Ça me rappelle quoi? Thomas Sankara était opposé à ce qui est arrivé au Libéria et au Sierra Leone. Au Houphouët-Boigny et les Français ont amené Blaise à trahir Tomba. Quand il a trahi Tomba, c'est Blaise qui a aidé Charles Taylor dans sa rébellion et ses massacres. Et voilà le business que les deux traitaient ensemble, entre le Libéria et le Sierra Leone. Donc, chers amis, voici le mal africain. Le capitaine nous a dit, l'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Bien évidemment, le premier objectif des terroristes, c'est d'attaquer la nation, c'est-à-dire l'unité nationale. L'objectif du terrorisme n'est pas seulement de détruire des vies, mais de détruire les tissus sociaux, de détruire l'unité nationale. C'est pourquoi il s'identifie à une ethnie pour ramener les autres ethnies à détester celle-ci et recruter au sein de cette ethnie afin d'alimenter le cycle de la violence et diviser la nation. On sait que dans chaque État, il y a les fils de chaque ethnie, de chaque communauté. Donc, quand tu t'appuies sur une communauté, tu parviens à diviser dans l'État, dans l'administration publique, partout. Ils s'identifient parfois à une religion. L'objectif de tout ça, c'est de briser l'État-nation. Puisque eux, ils s'inscrivent dans la transnationalité et non dans l'État-nation. Donc il faut qu'ils brisent l'unité nationale pour réussir leur coup. Le capitaine l'a bien dit, l'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Ça fait combien de temps que je parle déjà? Je pense que j'ai trop parlé. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, j'étais arrivé au point sur le syndrome de Stockholm. Comment cela est arrivé. Donc, on va continuer demain. Parce que c'est bientôt 2 heures, je parle. C'est trop. On va parler des produits que les services secrets ont proposés au capitaine. Et les Blancs ont utilisé ça dans quel autre pays? Et comment on est en train d'utiliser ça même aujourd'hui au Burkina? Parce que le capitaine ne sait pas. Apparemment, il n'a pas compris que même actuellement au Burkina, au Mali, au Niger, ils utilisent des produits de ce genre pour détruire la jeunesse. Je vais l'expliquer demain. Et aussi les traîtres négrières, que ce soit transatlantique et arabo-musulmane. Je vais revenir sur ça jusqu'à la colonisation et vous expliquer. J'ai vraiment trop parlé. Bon, certains disent qu'il faut finir, je vous en prie. Je suis aussi fatigué. Demain, on va poursuivre, je vous promets, demain on va poursuivre. On va poursuivre demain, Inch'Allah. Donc, je vous salue, je vous salue franchement. Merci de votre fidélité. Et merci de m'avoir suivi juste là. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec l'analyse de ces discours. Merci à tous. Shalom.